Allô Sandrine. Coucou. Ouais, nickel. Super. Juste un petit truc rapide. Ouais. Sur les 24 heures ultimes, il y a toi et Julien. Et est-ce que tu auras quelqu'un d'autre sur le bateau? Non, on s'était dit que non. Voilà. Ouais, ça marche. Allez, ciao. Là où je suis le mieux, c'est en mer, que ce soit en équipage ou en solitaire. Quand il n'y a pas de contraintes terrestres, et les contraintes maritimes ne me dérangent pas du tout. Je ne prends pas ça comme de la contrainte, mais comme du devoir, ou des choses, des tâches à réaliser. Et ouais, c'est sûr que en mer, je me sens bien. Ça a l'air de se dessiner la semaine prochaine. On navigue mercredi, jeudi. Allez, vous partez le mercredi jusqu'au jeudi, quoi. Ouais, et le jeudi matin, les 2 jours, manque Imagilico. Jeudi matin. Ah. Les périodes dans un calendrier, on ne peut pas naviguer à cause d'une casse matérielle ou d'un petit problème technique. C'est forcément un peu frustrant. On a l'impression de prendre du retard par rapport à la concurrence, de perdre une journée de navigation qui est essentielle pour la progression du projet. La course au large, c'est comme un sport mécanique et ça arrive assez souvent qu'on doit mettre une navigation technique de côté pour une réparation sur une pièce. Et c'est le jeu, ça nous arrive, ça arrive aussi à la concurrence. En tout cas, il ne faut pas se morfondre. Faut faire avec. Après avoir fait la qualif de Anto et Julien pour la Transat Café l'Or, Qualifié! Bonne chose de faite. le jalon suivant pour nous, c'est les 24 heures ultimes. Avant les 24 heures ultimes, on doit mettre le bateau au top de sa perf. Mieux le bateau sera préparé pour ces 24 heures ultimes, plus Anto et Julien seront à même de faire une performance, et plus nous, on se rassure aussi sur la préparation de la Transat Café l'Or. Et donc du coup, nous, sur tout ce mois de septembre-là, on se concentre vraiment sur cet événement-là. On a en fait 3 choses à faire à bord du bateau. On a une baume à réparer, on a un foil à réparer et on a une aile de raie de dérive à repeindre. C'est 3 opérations qui prennent du temps, qui mobilisent le bateau parce que quand on démonte la baume, on démonte le foil, on démonte la dérive, le bateau il ne peut plus naviguer. On la pose, on mettra les 2 barbates là, passe. Ouais, on la pose là. On passe le bas au vent, une gale Et après, on la translate sur le ponton et sur Sébert. Midi moins 5, 11h moins 5. Ah, c'est très bien. Pause de midi, elle va être écourtée, je pense. C'est un petit essai, on va lâcher tranquille. Fais gaffe à toi, Ronan. La dépose de la baume, c'est vrai que c'est un objet qui est aussi hyper imposant parce qu'il fait quelques centaines de kilos et il mesure quasiment 12 mètres de long. Stop, Papo, arrête. Et ouais, il boum, putain. C'est impressionnant, mais par contre, vu qu'on est uniquement dans l'air et qu'on a le mât quand même qui peut nous aider à faire avec des drisses, à porter la baume, c'est une opération qui est impressionnante mais qui est assez simple finalement. Si on veut comparer un ultime à une Formule 1, il faut se dire que tout le train de pneus, de suspension, ça va être nos appendices, parce que ça nous permet de diriger le bateau et aussi de le rendre maniable dans de la mer, qu'il y ait des vagues, qu'il n'y ait pas de vagues. Après, par contre, pour la puissance du bateau, le moteur du bateau, ça va vraiment être tout son gréement, donc le mât, la baume. Si jamais la baume venait à casser, et là, c'est vraiment une perte de puissance qu'on ne peut pas se permettre d'avoir sur une course. Donc on va le réparer. On va aller vers la gauche dès qu'on peut. Dès qu'on peut, faut tenir la porte. Hein. Évidemment, on doit avoir un moteur à 100% de sa perf. Et dès qu'il y a un problème sur les éléments du moteur, en l'occurrence la baume, on doit le réparer pour être sûr que la baume soit à 100% de sa performance et de sa fiabilité. Il y a tout sauf le pare-batte là. Il y a le pare-batte. 2, 3. Là, c'est pas mal. Ok. On peut s'angler? Ouais. On peut s'enlever.
La suite après, ça va être préparer la chute du foil. On décide de déposer le foil et la dérive du bateau pour pouvoir travailler dessus. On sait que les navigations abîment la surface des appendices et pour avoir une performance maximum, il faut que ces surfaces-là soient les plus propres possibles, autant en termes de surface qu'en termes de peinture. Et pour ça, on a besoin de beaucoup de temps pour faire cette préparation de surface-là. Ok, est-ce qu'on commence à essayer de la verticaliser? Oui. Ah bah on y va alors, du coup, Régis? Sur une manutention d'appendice, généralement, on est 5 à graviter autour du bateau et on a un plongeur, donc ça fait 6 personnes à mobiliser. Bah, tu peux aller plus vite, hein. Plus moi qui coordonne tout l'ensemble. De toute façon, l'idée, la housse du Flettner, tu la mets à plat sur l'eau, et puis c'est en montant la dérive qu'elle va se coller dessus. Voilà, tu la mets à cheval sur le truc et hop. Super. L'idée de cacher les appendices, c'est de ne pas dévoiler notre stratégie de forme d'appendices aux autres équipes. Et donc, du coup, de conserver ce secret sur quel compromis on a été chercher sur les formes hydro de notre dérive. C'est là où se concentre un peu tout le secret de l'innovation et de la technologie. Donc, plus on protège ces appendices, plus on garde de l'avance sur ses concurrents. Monsieur Armel, le croc. Allez, c'est là qu'il faut un casque. Déposer la dérive du bateau, c'est une opération délicate pour plusieurs aspects. Déjà parce que c'est un appendice qui est lourd, il fait plusieurs centaines de kilos. Vous restez pas en dessous de la dérive? Le deuxième point, c'est que c'est un appendice qui est sensible, qui est fragile. Donc, du coup, on n'a pas envie ni de la faire tomber, ni de la cogner quelque part, sinon ça va nous racheter du boulot. Oh putain, c'est bourrin, hein. Tu peux avancer encore un tout petit peu. Ça va bien comme ça? C'est le bon moment pour finir la manœuvre. Le grand qui arrive. Et le foil est encore plus lourd, il est encore plus imposant. Ouais, je le tiens plus là. Tu l'as, Erwan, là? Je l'ai. Donc on risque encore plus de se blesser si jamais il y a une mauvaise manip ou une mauvaise communication. Ok, j'arrête de lever. Ouais. Je pivote. Ok, je l'ai. Ok, tu peux descendre là? Pour réaliser le travail qu'on a à faire sur le foil et la dérive, on va s'installer dans notre chantier à la Trinité-sur-Mer. Faites gaffe au bout, les gars, tu peux avancer. On va repréparer la surface. Donc du coup, poncer les zones qui ont pu être abîmées pendant le fastnet ou les qualifications. Ils ont pris une bouée de casier, c'est enroulé. Du coup, le bout, il a cisaillé là, le carbone. Et la bouée, elle est venue appuyer dessus, donc elle a pété le bord de fuite. On sait que plus la surface est lisse, meilleure elle se comporte dans l'eau. Et puis même psychologiquement pour Anto, de savoir qu'il a les meilleurs appendices, les mieux préparés de la Terre, et bah, ça lui permet psychologiquement d'aller plus vite aussi. Ouais, c'est de la vase. Il y a un côté où on s'en veut un peu d'avoir abîmé ou cassé le bateau, même si on sait pertinemment que c'est pas de notre faute. Et on pose. Fais gaffe au carénage. On les cale, puis on le décale un peu, ouais, je connais. Ok. C'est dur de rentrer de la navigation et dire voilà, le bateau est cassé, maintenant il faut le réparer. Donc si on peut être là et on peut le faire et partager ces moments-là avec l'équipe, je pense que c'est important. Ça a bien tenu. Ce qu'on va faire à la baume, c'est vraiment une réparation en profondeur de la fissure qu'on a trouvée. Et à la limite, on peut enlever les skates. Qui va permettre de mettre juste ce qu'il faut en carbone et en résine pour faire une réparation et pas plus pour pas transporter du poids pour rien. Quand on passe 10 jours sans naviguer, c'est pas forcément long parce qu'il y a toujours quelque chose à faire pour éviter d'avoir la sensation de perdre du temps.
On profite du temps qu'on consacre là à réparer le bateau et à le préparer pour utiliser en fait un partenariat que le groupe a avec le Stade Toulousain. Allez, on fait une dernière rotation. Pour essayer de comprendre la manière dont ils entraînent leurs sportifs et voir comment est-ce que nous on pourrait adapter cet entraînement à nos skippers. Donc on crée ce déplacement avec Anthony et Julien à Toulouse, aux côtés des équipes du stade, aux côtés du Gomola. Salut, ça va? Très ravi. Bienvenue à vous. Hugo Mola, c'est une figure du rugby français. D'être accueilli dans les locaux du Stade Toulousain, ça marque. Donc on essaie de défendre collectivement de manière à ce qu'on ne soit pas justement mis à la faute. Et voilà, hop, on est pris. On accède à la pelouse, les joueurs sont en train de s'entraîner, on voit le niveau d'intensité. De se retrouver avec des joueurs plutôt stars. Nous, en tant que marins, on est assez peu starisés. Le rugby, ils sont quand même très présents médiatiquement. Donc on croise des joueurs qu'on est habitués plutôt à suivre derrière la télé. L'idée, c'était surtout de se mettre dans un environnement où finalement, ils allaient pouvoir regarder comment ils rendaient possible leur victoire et comment ils cultivaient cette excellence. On va très très loin dans le détail. On essaye en tout cas d'aller très loin dans le détail. Donc là, notre AMS... Dans cet objectif de performance et de montée en gamme, l'un des enjeux aussi était de réfléchir à savoir comment est-ce qu'on peut améliorer la qualité de préparation sportive de nos skippers. Est-ce que vous êtes à 100% prêt pour vous entraîner? Est-ce que vous avez des courbatures? Est-ce que le dodo s'est bien passé? On a plein de questionnaires aussi pour les joueurs, pour le staff. C'est super intéressant d'échanger avec Saad, qui est responsable du pôle data au Stade Toulousain. Eux, la performance est essentiellement humaine, et donc ils instrumentent leurs joueurs pour connaître leur état de santé, leur état de performance. Ça m'a toujours intéressé la data pour essayer d'améliorer tous les process de la performance. Et les objectifs, souvent, c'est comme vous, c'est la victoire. Là, c'est vraiment eux, les joueurs, qui sont au cœur de cette analyse. Et tu leur fais un par un petit bilan où tu discutes avec eux. Donc je sors 5 ans, 6 ans, ce que j'ai donné. Le déplacement, l'explosivité, le poids de corps, le temps de jeu, les blessures. C'est le mec qui connaît le mieux tous les joueurs du club. Je sais pas si je connais le mieux, mais on essaye d'avoir le max d'infos possible pour justement avoir des prises de décision objectives. Voilà. Nous, aujourd'hui, la data, elle est focus surtout sur notre machine. C'est notre bateau qui est connecté, c'est la machine, notre outil de travail, et pas du tout nous. C'est vrai qu'il y a très peu d'études sur les marins, sur ce qu'on vit, comment notre corps humain vit une course au large. On n'a aucune donnée là-dessus. Fréquence cardiaque, sommeil, fréquence respiratoire. On le mesure en perso avec la montre, mais pas vraiment sur l'eau, non. On analyse aussi un petit peu nos cycles de sommeil de temps en temps. On a dû le faire, j'ai dû le faire en 20 ans, j'ai dû le faire 2 fois. Et puis surtout, on s'échauffe pas du tout. Tu peux dormir, et puis là, tu as une alarme qui sonne parce que c'est le vent qui change de direction fortement. Dans l'instant, tu te mets à mouliner et tu as une demi-heure de colonne, quoi. Et à froid, voilà. Et raison de plus pour vous monitorer à vous. Ouais, justement, pour voir. On a pu échanger sur des tas de domaines sur lesquels on fait vite un parallèle avec notre sport à nous. Il y a une passerelle évidente dans la performance humaine d'aller apprendre des choses sur les organismes des marins. Quand on rentre sur la pelouse, on s'engage. Quand on monte sur le bateau, on switch et on s'engage. Et ce passage au Stade Toulousain, il m'a fait prendre conscience que pour démarrer les courses, démarrer les transats, il fallait penser un peu rugby et dire... Il n'y a pas de ronde d'observation, quoi. Beaucoup d'envois, il faut directement être dans l'engagement, donc faut s'y être conditionné avant mentalement. Profitons-en, puisqu'on nous met la possibilité d'échanger, de partager. Ouais, carrément. Et nous, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur le Stade Toulousain, sur leur expérience, pour accompagner Julien et Anthony dans cette orientation de performance? Comment est-ce qu'on va les entraîner, eux, et comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans le monde du rugby, en l'occurrence avec le Stade Toulousain. On s'arrête là. Au départ de la Trinité pour Lorient, qui va être le port d'accueil pour les 24 heures ultimes, on peut se dire que le bateau est checké, en tout cas à 95%.
L'équipe fait un travail super sur tous les aspects du bateau et donc on a toutes les armes sont peaufinées pour batailler sur ces 24 heures ultimes. C'est parti. Les 24 heures ultimes, c'est un peu le warm-up de la grande course qui suit, en l'occurrence la Transat Café L'Or pour cette année. On va faire un petit brief pour le... Juste pour répéter la procédure de sauter à l'eau de départ, parce que c'est toujours quand on est nombreux qu'on fait des bêtises. En course au large, ça serait un peu exagéré de dire qu'on gagne la course sur le départ. Probablement non, mais la perdre, oui. C'est important de répéter pour que Anto et Julien soient les plus rassurés possibles sur notre capacité à prendre en main le bateau. Et donc, du coup, plus on répète, plus on est à l'aise et plus on est dans une atmosphère qui, je vais pas dire cool, mais dans une atmosphère rassurante et sereine. Et on refera pareil le jour de la 24 heures ultime. Donc comme ça, on aura fait déjà 2 fois cet exercice dans la semaine. Et puis ça nous permettra de, entre nous, en discuter la semaine prochaine pour qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux. Comme dans tout sport de haut niveau, on passe beaucoup de temps à répéter et l'exercice du départ qui est très spécifique, ça fait partie des gammes qu'il faut répéter. Et banzai. C'est parti. Vas-y, pousse. Marche avant, Ronan. Il n'y a rien de mieux que de le faire en grandeur nature pour être sûr que ça matche bien, quoi. Top devant, on peut pousser derrière. Ok, trop bien, parfait les autres. On peut même se décrocher si on veut. On va vers ce qu'on attend avec Anto, c'est-à-dire de la confrontation. Top. On sait qu'on est jeune en termes d'entraînement en navigation par rapport aux autres avec le bateau. C'est sûr et certain, mais en tout cas, on a l'envie de bien faire. On fait une fausse ligne de départ avec une bouée dans la baie de Quiberon et avec le semi-rigide qui a rejoint après, qui fait l'autre comme si c'était un vrai départ. Anto et Julien, ils sont vraiment déjà dans la stratégie du départ. Donc du coup, nous, on va les soulager de toute cette partie de préparation technique du bateau. Ce sera foil pour le départ. Et on peut mettre chariot à -1 pour l'instant, Papo. Ouais. Les répétitions, elles servent pour Anthony et Julien de déterminer quel timing, quelle distance, quelle position par rapport à la ligne. Pour info, un 1000 de la ligne à 15 nœuds, c'est 2 minutes. Et ça peut pas faire l'objet de cafouillage le jour J, donc faut répéter. Entre 10 et 20 minutes avant le départ, là, Anto et Julien reprennent les rênes du bateau. Oh les gars, Et c'est là qu'on va quitter le bord avec un bateau qui est en config pour le départ. Ok, on est synchronisé sur le timing ici, Anto. C'est tout de suite. C'est maintenant, c'est tout de suite. On a dit on débarque à 10h30, il est déjà 8h30. Ça fait déjà 2 minutes que... Donc la partie entraînement départ, ça se passe bien à ceci près que le matin, on a découvert que nos combis sèches qu'on était censé mettre pour sauter à l'eau, les cols latex étaient dégradés avec le temps. Donc on n'a pas testé les combis sèches. Donc on a fait toute la simulation, mais en débarquant sur un semi-rigide de façon classique. Et puis là, tu as Anto et Julien qui sont tous les deux tout seuls à bord, qui manœuvrent pour partir lancer sur notre ligne de départ. On est encore à plus de 1000 mètres de la ligne. Faut se rapprocher un peu. Une fois que tu as accéléré, si tu fais un gros berreway pour gagner dessous. On est à une certaine distance de la ligne, il va falloir le lancer à pleine vitesse et il faut qu'on ait une bonne vision du temps que ça va prendre pour arriver ni trop tôt ni trop tard. À 1400 mètres de la ligne. 25 secondes. 25 secondes, on est à 180 mètres de la ligne. 5, 4, 3, 2, 1, top. Et on coupe la ligne maintenant. Ouais, on est pile game. Pour moi, on coupe vraiment super proche du timing, donc c'est bien ce qu'on voulait pour vraiment ajuster notre lancée. Donc la partie entraînement, ça se passe parfaitement bien. Anto et Julien coupent la ligne virtuelle au top. Ouais. Et juste après, ils s'arrêtent. On les rejoint avec les semi-rigides. Embarque à bord les quelques équipiers qui vont faire la navigation jusqu'à Lorient. Bon, on se retrouve à Lorient.
moment où le bateau repart, au moment de redérouler le génaqueur, ça marche pas. On a un bout qui se coince et qui bloque un peu le déroulé de la voile. Et là, ça fait crack, c'est ça? Ça me péter, hein. Là, la galette, j'ai entendu craquer. Le système d'enroulement ne fonctionne plus. Donc on se retrouve avec la voile déroulée, mais sans pouvoir la rouler et la ranger. On bord du J0, apprenant, tu peux tout choquer. Ouais, vas-y, choc, beaucoup. Non, mais ce qu'il faut, c'est rouler la voile et la ranger. Sur un bateau de 32 mètres avec 450 mètres carrés de toile, c'est un peu scabreux. Il faut du monde, Willy, sur la voile. Fais gaffe qu'elle se gonfle pas. On peut tomber la voile, choquer un peu encore. C'est des situations où on ne peut pas perdre du temps, il faut que ça aille très vite. C'est un sprint, quoi, et c'est 15 minutes, on donne tout. Il faut être précis dans nos gestes, il faut aller vite, mais j'ai confiance en l'équipage, et voilà, on est nombreux à bord. Le but, c'est de ne pas l'avoir, le truc sur le pont, comme ça, pour convoyer. Le fond n'est pas pété. Ouais. Cette partie-là, c'est presque... Ça, c'est pas trop grave, ça se refera. Et on change de galette, hein, on prend pas le risque. Donc il faut trouver une solution pour réparer cette pièce. Pour appeler Jérém, lui lancer le dossier. On fait des révisions, on fait des checks réguliers, mais de toute façon, ça arrive. Donc on a le matériel pour pouvoir remplacer quand ça arrive. Ouais, ça devait arriver de toute façon. Par contre, ça met le doigt sur un dysfonctionnement qu'il faut absolument pas que ça arrive en course. J'ai aucun doute sur le fait qu'on va résoudre ce petit problème rapidement, mais c'est un petit problème qui peut engendrer d'autres gros problèmes. Attention derrière, après, il faut repousser aussi. Ok? Donc une journée frustrante parce qu'on a toujours envie que le convoyage il se passe sans heurts et qu'on n'alourdisse pas le travail de l'équipe une fois le bateau arrivé à Lorient. Les 24 heures ultimes, c'est une course qui se déroule en 2 temps. Il y a une partie de run en équipage et puis une partie pendant 24 heures en double. On va retrouver l'ensemble des concurrents qui vont faire aussi la Transat Café L'Or. Donc il y a SVR Lazartigue, Banque Populaire et Sodebo qui vont être nos 3 adversaires sur ces 24 heures ultimes. Le matin de run, on est assez serein, parce que le bateau est prêt, ça on sait. À tous les concurrents des 24 heures ultimes, bienvenue pour cette journée de run. Ouverture des runs à 10h10. Merci à tout le monde. Les journées de run, c'est les journées de vitesse. On a une ligne de départ entre 2 bouées et on a une ligne d'arrivée à 1000, donc à peu près à 1,8 km juste après. Le truc qui se rapproche le plus, c'est contre la montre. C'est-à-dire, il y a une porte d'entrée, une porte de sortie. On passe autant de fois qu'on veut, mais on est topé à l'entrée et à la sortie. Il faut faire le meilleur chrono. Et c'est un peu comme les essais de Formule 1, ouais. Pour nous, c'est un moment qui est important parce que c'est un peu le moment où les écuries viennent montrer leurs muscles, se jauger, montrer qui est le plus fort, chacun se regarde. C'est important de ne pas simplement faire de la figuration parce que les autres nous regardent. Est-ce qu'ils sont prêts, est-ce qu'ils ne sont pas prêts? C'est vrai qu'il y a tous les autres ultimes qui sont là. Donc c'est encore une journée où on peut essayer de pas se confronter par rapport aux autres. Mais si on peut mettre un petit coup de pression et dire qu'on a eu de temps en temps les meilleurs temps
dans les sessions de run, voilà, c'est toujours bon à prendre. Ah, ils vont vite quand même, hein? Le premier run se passe bien. Les bateaux reviennent, partent sur le deuxième run. Et comme il n'y a vraiment pas beaucoup de vent, on suit le bateau, mais assez proche. Attention pour le départ d'Actual. Stop pour Actual. Sur le second run, donc on est déjà lancé sur le run. Et puis d'un coup, on entend une détonation. Parce qu'on a une pièce qui tient plusieurs tonnes de charge d'une voile d'avant qui explose. Oh la vache! Il y a un truc qui est tombé dans l'eau et il y a la galette qui a explosé. La voile se décroche de son point d'attache au moment où la pièce casse. Je vois même un plouf juste devant le semi-rigide que je pilotais, qui était à 50 mètres du bateau. Oh putain, incroyable! Ah ouais. C'est la galette qui est cassée! Les joues de la galette! Ah, ça va, le bateau il s'est relevé cool, là vous faites changement de galette. Changement de galette, mais comme la galette de J1 elle roule dans l'autre sens, on enlève la ligne, enfin on bricole un peu. Okay. C'est une situation complètement anormale. Heureusement, comme il n'y avait pas beaucoup de vent, l'équipage a maîtrisé la situation très rapidement. Ça suppose quand même de faire tomber la voile qui fait 350 mètres carrés. De la faire tomber sans la rouler. D'habitude, on la roule sur elle-même avant de la faire tomber. Là, elle est tombée en vrac sur le pont. T'avais vraiment une espèce de truc. Rupture de la chape de la galette. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé. En fait, c'est vraiment très agaçant quand ça arrive en course. Ça fait 2 fois en 2 jours qu'on a un souci avec. Et là, il a fini par casser complètement. Oh, c'est chiant, quoi, mais c'est des choses qui arrivent, quoi. Je pense que dans notre sport, hein, c'est le sport mécanique, il faut en casser des pièces, il faut en casser des choses, il faut faire des erreurs. Écoute, tu l'as déclippé pour enculer? Voilà, il n'y a pas besoin de la déclipper, je pense pas. On commence à démonter, je te dis laquelle on va mettre. Donc rapidement, on se rend compte que c'est un défaut de blocage à un axe qui a fait que la pièce s'est cassée. Je suis rassuré sur le fait que si on vérifie que l'axe est bien enclenché, la pièce ne peut pas casser, en tout cas comme elle a cassé là. On a du spare sur toutes les pièces qui pourraient empêcher que le bateau navigue. Donc on a un spare qu'on a pu remplacer. Les aléas techniques, c'est la vie de ce type de choses. Même si on a le sentiment d'être bien, voilà, bon, un aléa. Donc là, il y a une petite lumière qui s'allume, qui clignote, en disant attention, une fois, mais il faut faire attention. Voilà. Ok, Jabba. En tout cas, on était assez agréablement surpris de ses performances, justement, dans des conditions très légères, très light. On fait des très jolis runs. On est premier sur l'un, second sur l'autre. On est au rendez-vous, donc pas de problème. On fait deuxième à cette journée de run, au général, derrière SVR, un des bateaux les plus performants. Donc c'est plutôt une très bonne journée pour nous. On sort de cette journée de run, c'est vrai que l'équipage, on est bien fatigué. Ok, devant, stand-by, on va reculer un peu plus. Mais on sait très bien que la journée n'est pas finie, parce qu'il faut tout de suite basculer sur la préparation du bateau pour le lendemain, pour les 24 heures ultimes en double. Préparer nos sacs, se réveiller tôt le lendemain matin pour partir pour 24 heures de course très intense, quasiment sans sommeil. On a de la météo à travailler le soir. Ah si. Pour les 24 heures ultimes, avec Julien, on peut être aidé avec des météorologues, avec des routeurs, avant le départ de la course, à préparer nos navigations, notre stratégie, notre tactique, et essayer d'analyser la météo. Ça, c'est le vent du modèle au départ. Quand je dis départ, c'est juste après Penman, quoi, juste après Penman. Pour nous aider dans cette préparation météo, on a fait appel à Erwan Israël, qui est un navigant de l'équipe Gitana, qui a couru sur ce bateau du temps où il s'appelait Gitana 17. Bah déjà, si vous voulez parler du front tout de suite,
Ils le voient pas du tout de la même manière, les autres à la même vitesse, la même taille. C'est très enrichissant de l'avoir en tant que routeur, et parce qu'il connaît bien la machine, il connaît bien le bateau. Vous avez vu, le ciel sera plutôt gris, vent de sud, vent chaud. On fait notre point météo et on voit avec Erwan et Julien que ça va être une course qui va partir vite mais très lente sur la fin de parcours, qui a des transitions et une zone de calme plat, de néant, de vent qui devrait nous embêter sur ce parcours de 24 heures. Ce qui est sûr, c'est que plus tu traverses tôt et plus t'es énorme, mieux c'est. Et après, tu changes de stratégie si tu vois que ça arrive vite, quoi. En fait, si t'es là, t'as encore toutes les options à cet endroit. Ouais. Si t'as traversé le front, en fait, tu paries sur l'avancement du front parce que si s'arrête, t'es mort. Tu pourras pas le redoubler. Et donc, il faut faire un petit pari sur l'avenir, comment va évoluer cette zone. Donc en fait, c'est impossible de savoir, quoi. Là, moi, je suis incapable ce soir de vous dire si vous avez passé le front. C'est pour ça Il y a encore beaucoup d'incertitudes cette veille de départ et on a hâte au lendemain matin pour avoir les derniers fichiers météo. Alors que là, le routage naturel, il fait complètement autre chose. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le départ de la 4e édition des 24 heures ultimes ici depuis Lorient. Les 24 heures ultimes, c'est notre première course en double avec Julien. C'est une course vraiment de manœuvre, dense, ça va être assez physique. Le départ est donné devant Lorient le samedi midi, avec un parcours qui va être autour de la pointe de Bretagne, avec un point un peu au sud, et avec un retour des bateaux attendus le dimanche matin. Il y a 4 concurrents, Sodebo, SVR, Banque Populaire, Actual. C'est une course où on a envie de rester au contact de la flotte, des concurrents, et continuer à se jauger, à se mesurer, à se renifler, quoi. Parfait, allez, profitez bien. Allons, bisous Anto. Alors il y a un enjeu psychologique. Parce que si on sort d'une course comme ça en ayant gagné, on a un petit truc psychologique en plus. Alors qu'à l'inverse, si on n'a pas gagné, on se met une petite pression. Allez, lock-le. Pour le départ, on choisit de se placer sous le vent de la flotte. Donc on privilégie surtout l'angle avec lequel on va revenir vers la ligne de départ. On a bien bossé dessus, on a bien bossé sur l'axe avec lequel on veut couper la ligne. On est à 1 000 de la ligne. Il y a Banque Pop qui lance, un peu. Voilà, qui se rapproche de la ligne. Faut aller chasser un peu Sodebo et prendre sa place. Faut plus que Banque Pop SVR ils avancent sur nous. Roll off alors. Là j'essaye de lancer. Il y a SVR et Banque Populaire qui sont un peu plus derrière, mais on sent que Sodebo, par contre, il est un peu plus tôt sur la ligne, un peu plus à l'attaque. Et nous, on voulait essayer de vraiment partir sous son vent, et essayer de partir vraiment au top départ, à la seconde près. Il va être tôt, Sodebo. 8. Je peux le faire. Ouais, t'es bien pour la bouée. 3, 2, 1. Allez, c'est bien, regarde. Hop là. Départ des 24 heures ultimes. Et Kamas, t'as vu le start? Et c'est un bon départ qui vient de nous être confirmé par le comité de course. Le bateau actuel avec Anthony Marchand et Julien Villon aux avant-postes. Ils franchissent la ligne de départ, lancés à 100% de leur vitesse, à 2-3 secondes après le top départ, quoi. C'est le truc parfait, la copie parfaite, le 20 sur 20. Déjà, c'est une petite victoire. On a vraiment respecté notre idée de base. On était assez contents de nous, en tout cas, avec Julien. C'est bien, Anto. Jusqu'au nouveau vent derrière Groix, on veut voler. Okay. Ça vole pour nous, pour personne d'autre. Le bateau, c'est le premier à monter sur ses foils, à voler, à s'échapper, du coup.
parce qu'ils ont la possibilité de faire la route qu'ils veulent, donc ils peuvent passer en mode vol. La photo est parfaite. Pour l'instant, c'est Actual Ultime 4 avec Anthony Marchand et Julien Villon qui sont en tête, mais bon, ce n'est que le début de la course, bien évidemment. La course n'est pas finie au moment du top départ. Et c'est surtout le début d'une bonne épopée de 24 heures, de plein de manœuvres, de changements de voile. J'ai l'impression qu'on a un poil trop écarté en J2, mais je suis pas sûr. Ouais, je suis d'accord. On continue de chercher nos réglages. Le bateau n'était pas très stable en vol. On volait beaucoup trop haut, on a réussi à l'assagir. Ouais, on est crispé un peu à la barre. Et puis, c'est les premières heures de barre aussi, donc c'est nouveau, quoi. Après le départ, donc on a un bord très rapide qui nous emmène vers l'archipel des Glénans, puis après une descente très rapide vers la mer d'Iroise, où on doit aller chercher cette première marque de parcours. Et ça se fait à haute vitesse, au-dessus de 40 nœuds. On est bord à bord avec SVR Lazartig et puis Banque Populaire, en particulier Banque Populaire. Les bateaux sont à 3-4 longueurs l'un de l'autre. On sent qu'on est dans le match, que le bateau va vite à ces allures-là et que c'est un début de course conforme à nos attentes. Et la réalité, c'est que ça se passe pas aussi bien qu'on l'avait imaginé. On fait une première erreur à la manœuvre sous le vent. Une erreur un peu de jeunesse. Il y a à la fois un virage à 180 degrés et un changement de voile à faire. On se fait un peu happer par la proximité de Banque Populaire et on n'a pas envie de lâcher 1 mètre. Et au final, on fait une manœuvre trop compliquée par rapport au temps à la bouée qu'on a. On était parti tête baissée et je pense qu'on aurait dû prendre un peu plus de gras, de marge un peu sur nos manœuvres. On met une voile en partie dans l'eau au moment de la fallée et on est obligé de ralentir le bateau pour bien tout sécuriser. Et donc tout est un peu fait en catastrophe et on perd pas mal de temps sur cette manœuvre. À ce moment-là de la course, on sait qu'on n'a pas le droit de perdre de temps à cause de cette zone de calme à venir. Donc les 5 minutes qu'on a perdues au passage de cette marque, ça peut être en notre défaveur pour la suite du parcours. Ce petit décalage de temps, il a coûté très cher après. Il y a eu 2 salles, 2 ambiances. Il y a les 2 premiers, SVR et Banque Populaire, qui ont des conditions qui leur permettent d'aller vite et dans la bonne direction. Et il y a les 2 derniers, ils vont moins vite et pas dans la bonne direction. Enfin, la double peine, quoi. Pendant toute la nuit, on est plus proche de Sodebo. On a perdu un peu le contact avec Banque Populaire et SVR. En tout cas, on est toujours à cœur d'essayer de trouver nos bonnes options pour essayer de les rattraper. Ce serait bien qu'ils nous attendent un peu là. Pour l'instant, ils ont du vent. Le vent commence à mollir comme prévu, mais on a toujours un peu de vent pour avancer pendant toute la nuit. Et là, on change de voile, on met une grosse voile devant, un grand génois, on appelle ça un J1. Elle est sur le constructeur? Putain, ouais. Attends, je vais voir devant. C'est la gaine qui a pété. Et cette gaine de notre J1 casse, on entend une grosse détonation. On n'a pas la bonne voile en ce moment. C'est un peu handicapant. On fonctionne en mode dégradé, on n'a plus la voile optimale. On est obligé de garder cette voile pendant toute la fin de la course. Alors que le vent va encore plus mollir et on ne pourra plus changer de voile. Et donc on sait qu'on va être défavorisé pendant toute la suite. On a un petit coup de pouce du vent là, que ça forcisse un peu, qu'on soit un peu mieux plus à l'aise avec cette voile. Mais au final, pendant toute la nuit, on se bat, on lutte, le jour se lève et on est toujours au contact de Sodebo. Et la problématique, c'est que les 2 premiers, ils ont réussi à rester dans cette zone de vent et nous, avec Sodebo, on se fait croquer complètement par la molle au petit matin, par le calme plat. Et donc là, on arrive dans des conditions de vent faibles, nulles presque. Donc là, le jeu est fait. On sait très bien qu'on ne pourra pas terminer la course proche des 2 premiers. C'est comme s'ils nous avaient mis un caramel, Banque Pop et
et SVR, et voilà, ça fait chier. C'est vraiment essentiel de se rendre compte qu'on ne peut pas gagner si on n'est pas à chaque instant au top des décisions, de la performance, des choix, de l'attention, etc. Et c'est pas la croisière s'amuse. Faut pas perdre un 1000, pas un mètre, parce que les quelques mètres et 1000 que tu perds, avec un peu de malchance météorologiquement parlant, je parle, ça peut se transformer en des kilomètres d'écart. Quand on me dit on n'a pas pris la bonne option et puis on n'a pas eu de chance parce que pour le coup on n'a pas eu le système météo, on a raté la bonne séquence et on s'est retrouvé scotché et non, je veux pas entendre ça. C'est parce qu'à un moment donné on n'a pas pris la bonne option d'une façon ou d'une autre. Il y en a 2 qui sont arrivés 8 heures avant nous sur une course de 24 heures. C'est quand même terrible parce qu'au final, on finit pas notre course, quoi. On n'est pas au rendez-vous. Samuel me dit, moi j'investis pas dans un projet comme ça pour ça. On peut pas se satisfaire de ça. J'ai un échange avec Anthony et je lui dis clairement que je suis pas satisfait. On sait qu'on a fait quelques petites erreurs et le résultat est plutôt une claque à l'arrivée. J'ai passé 24 heures sur un des plus gros bateaux de course du monde. C'est un challenge de traverser l'Atlantique sur ce genre de machine. Et toi? Ouais, ça monte. Faut pas qu'ils fassent la course en fonction des autres. On est là pour faire un résultat, pas pour juste se glorifier d'être au milieu du plateau.